La novia brillant son cap, la novia brillant son cap, brillant son cap, planète audit. Brillant son cap. Éclairait à peine la cuisine de la Maisonneuve à Chantelouve lorsque Pierre Rabas descendit de sa chambre. Pierre Rabas, le gros, le lourd, le riche Pierre Rabas. Il a trouvé des fermiers hors de pair, un ménage d'Italiens qu'il a installé il y a quelques semaines dans la ferme. Le père, la mère, un grand garçon de 18 ans, tous bourreaux de travail et honnêtes à en devenir ridicules. Il va se reposer. Il vivra comme un bourgeois. Et il aura dans son lit la plus belle fille du canton. Il rentra dans sa cuisine et grogna sous sa moustache, ce qui était sa façon de rire. Carmel disposait la table pour le déjeuner du maître. Carmel aîné a vécu toute sa vie dans une de ces maisons. Dans l'autre maison vit Jacques, son fiancé. Le jour du printemps dernier, Jacques, revenant du village, lui avait dit « Cette fois, si tu sais y faire, tu es riche, nous sommes riches. Mieux valait tout de suite une explication. La dernière. » Elle n'a même pas eu le temps de dire bonjour. Et tout de suite, elle reçoit le coup. Il a dit, la regardant droit aux yeux. « Je vais me marier. » Mais elle sait, la lutteuse, qu'elle guérira. Elle sait qu'elle se vengera. Et s'est armée de nouveau, sûre de soi, prête, qu'elle a franchi ce soir-là la porte de Chantelouve. Enlève tout ça. De la salade avec des anchois et beaucoup de vinaigre. Reste. Tu as mangé? Oui. Oui, qui? Oui, qui? Comment voulez-vous que je vous appelle? Pourtant, depuis hier soir, Quoi hier soir? Quoi depuis hier soir? c'est bien pourtant ce que tu m'as promis. Je ne vous ai rien promis. Dans ce cas, ne parlons plus de rien. Comme vous voudrez. Et si je t'avais forcé cette nuit? Ce n'est pas la première fois que vous auriez essayé. C'est bon, tu peux partir, je ne veux plus te voir. Carmel! Assieds-toi là. Alors tu ne m'as rien promis. Tu sais que je ne veux pas t'épouser. Je sais. Tu ne veux pas que je te donne de l'argent. Alors, tu veux que je te laisse tout? Eh bien, c'est entendu. Je fais mon testament, je te donne tout. Et tu sais qu'un testament, ça peut se refaire. Un jour, c'était peu de temps avant la fin de la chasse. Un jour qu'elle était partie sans lui dans la montagne, pris de colère, il avait écrit un autre testament. Je ne laisse rien à ma domestique. Et il était resté là sur sa chaise, contre la table, écrasé par une angoisse sans nom. Alors, ce domaine qu'il a créé de rien, ces champs qu'il a tirés de la lande, cette maison qu'il a fait sortir de la roche, son argent, ses titres, à qui tout cela ira-t-il après sa mort? Autant laisser tout à celle-là qui sait si bien se battre et qui saura se faire respecter. Pierre a toujours été assez jaloux de son bien pour tenir à l'écart les chasseurs et les braconniers. Mais c'est bien un homme qui se glisse là-bas entre les buissons
Gino, le petit du fermier, ce ne peut être que lui. On n'est pas jaloux quand on est Pierre Rabas, c'est jaloux d'un gamin et d'un domestique. Et Carmel restera riche, jeune, belle, si belle avec sa peau chaude, pendant que lui pourrira. La colère est venue brusquement, comme une vague rouge montée du fond de sa poitrine, et qui l'a soulevé, emporté. De son observatoire de l'autre côté du vallon, Gino a vu Pierre surgir de son affût, faire 2 pas titubants, s'écrouler, rouler le long de la pente. Il a couru. Ce n'est qu'en se penchant sur lui, il l'a cru mort, qu'il a pensé « Carmel est libre maintenant ». Quand on l'a allongé sur son lit, on a cru que c'était la fin. Pierre est revenu à soi, cependant, après 3 jours passés dans le coma. Pour Pierre Rabas, l'expiation vient de commencer. Il est cloué à son lit ou à son fauteuil sur lequel on le porte, comme un dieu foudroyé. Ti piacevano le ciliegie, ma non le mangi più. Ti piaceva fare l'amore a tutte quante l'ore. Ah, vita bella, perché non torni più. Ah, vita bella, perché non torni più. Carmel était près de lui, sur la terrasse, quand les 2 charbonniers sont arrivés, conduits par Gino. 2 hommes encore jeunes, 2 frères, ont jugé par leur ressemblance. Ils venaient demander la location du bois de Malaval, immédiat, violent. Le refus s'est formulé dans la tête de Pierre. Qu'il s'en aille. Carmel a pris la parole. Les 2 étrangers la regardaient. Regardaient le maître, regardaient Gino. Le plus vieux des charbonniers avait l'air de trouver ça à son goût. Le jeune la regardait, et des lumières passaient dans ses yeux noirs. Gino, ébahi, la buvait des yeux. Une détresse sans nom avait envahi Pierre. Voilà, c'était fini. On n'attendait même pas qu'il fût mort. Foutre le feu partout, prendre cette terre et la défoncer, ces arbres et les arracher, s'ensevelir sous les décombres, mais qu'il ne reste rien. Et aussi, surtout, l'entraîner avec lui pour que personne au monde ne la voit plus quand il ne la verra plus. Erreur folle du trou qui s'ouvre et où il va basculer. Une angoisse le prend. Et brusquement, de certitude profonde, il sait que c'est la dernière. En quelques secondes éclairées d'implacable lumière, il se sent glisser, sombrer, disparaître. Il est immobile, silencieux, noué et impassible en apparence, comme la pierre. Et personne n'a pu l'entendre. Le hurlement qui se levait en lui. Ti piaceva il pane e carne, ti piaceva il hotel mangiare, ti piaceva la tua famiglia, ti piacevano i tuoi figlioli, ti piaceva la festa e il bar, ti piaceva andare a cavallo. La vita bella, perché non torni più. La vita bella, perché non torni più. Depuis plusieurs mois, depuis la mort de Pierre Rabas, Carmel était comme un enfant comblé et qui, sans s'étonner, s'émerveille. Elle a demandé au notaire un plan de ses propriétés, une liste de ses valeurs. Elle ne joue plus. Maintenant, elle est heureuse. À peine vivante, retournée aux éléments, cœur à peine battant d'un monde qui vient de retrouver la pureté originelle.
petit Ventoux commence à se détacher sur le ciel où frémit un reflet vert. Le sentier a brusquement abandonné le bois. Il n'y a plus que l'odeur froide des pierres. Brusquement, dans un fracas de branches brisées, au hurlement des chiens, la bête a pris parti. Elle est là, surgit du bois. Elle fonce dans le découvert, énorme, tous les poils hérissés, tête basse. Elle est comme un rocher qui déboule. Brusquement dédoublé, durci d'un bloc. Plus de tremblement, plus de sueur. Carmel a épaulé. La balle d'abord, droit devant, un peu bas, entre les pattes. Le coup est parti. Puis, tout de suite, sur le crochet de la bête, le coup de chevrotine par le travers, à hauteur de la tête. C'est fini. Il n'y a plus rien. Elle, le bois s'ouvre brutalement. Gino, le fusil en avant, passe devant elle en courant. Elle se jette à la poursuite du garçon. Elle l'a rattrapé. Ils courent tous les deux. Elle a eu le temps de recharger. Les chiens gueulent dans un petit fourré de chêne nain. C'est à elle, rien qu'à elle. Elle tire, les deux coups, presque ensemble. Elle recharge, tire encore. Carmel s'est retournée. Gino la boit des yeux, sans un regard pour le sanglier. Surpris, Il a vu les yeux noirs s'assombrir encore. Ils se sont rencontrés, jetés ensemble l'un vers l'autre, sur le corps même du sanglier. Va chercher la mule. Tu le vendras au village. Moitié pour moi. Et Gino s'est retrouvé dans la cour de la ferme. Je viens chercher la mule. Il faut sortir un sanglier. Le regard de Giuseppe, son père, est allé au fusil encore accroché à l'épaule du garçon. Tu as tué un sanglier? Pas moi. C'était le gros qui traînait à Maraval l'autre nuit. Nous l'avons tué là-haut. Nous? Qui? Nous? La patronne. Les deux coups emportés, elle l'a arrêté net. Une bête qui doit faire dans les 120. Tu vas donc chasser avec la patronne. Et soudain la colère lui monte à la gorge comme un flot de sang. Ce n'est plus Gino qui est devant lui. C'est l'homme qui a tenu Carmel à sa merci. Gino a vu la colère se lever sur le visage de son père. Ses mains, en quelques minutes, Carmel avait tiré un homme de l'enfant qu'il était hier encore. Mûri d'un seul coup, il a compris que son père était jaloux. C'est Giuseppe qui est allé vendre le sanglier au village. Il l'a vendu au boucher à un bon prix. Raide comme une balle, il entrera chez Carmel. Sans frapper, il lui jettera l'argent à la figure. Tout l'argent. Sans se fâcher, sans grand geste, il dira « Voilà les sous. Et ils sont tous. Gino n'a rien fait pour le sanglier. Et pour le reste, il n'a pas l'habitude de se faire payer. » Puis il s'avancera vers elle, sans plus rien dire, et la violera. Quand Giuseppe est là, devant elle, il aperçut le raidissement de Carmel, et brusquement son audace l'abandonne. Comme à chaque fois devant elle, il a peur. Alors, il s'est approché, il a tendu l'argent d'un geste qui avait peur d'être trop brutal. Et il a compté l'argent, en a fait 2 parts égales, il en a tendu une, il a dit merci, il est parti. Via di